Thierry Lepan, bonjour. Bonjour. Vous êtes le futur patron de la CGT, ça sera dans un mois au futur conseil national ou congrès en fait de la CGT, 22 mars je crois. Oui, 18 au 22 mars. Alors pour votre entrée, vous avez frappé fort dans le journal du dimanche, il y a quelques jours, vous avez écrit que Hollande s'inscrit dans la suite de Nicolas Sarkozy. C'est pareil, la droite et la gauche en France? Pas du tout, et d'ailleurs la phrase n'est pas complète. J'ai précisé volontairement que François Hollande avait, comme Nicolas Sarkozy, une obsession qui était le coût du travail. Voilà, il faut lire la phrase entièrement. Vous dites qu'il a jamais considéré que la droite et la gauche c'était la même chose. Forcément, ce serait idiot de dire cela. Donc vous êtes préféré un gouvernement de gauche qu'un gouvernement de droite quand même? Oui, et d'ailleurs, ce gouvernement, nous avons participé. La CGT, à ce que les salariés, d'une part, par leur bulletin dans l'urne, puissent mettre Nicolas Sarkozy et son équipe dehors, comme les Français l'ont souhaité, et à mettre en place ce gouvernement. Et nous sommes fidèles à nos engagements. Il reste maintenant à ce que le gouvernement soit fidèle aux siens. Et nous avons rappelé, à la fois Jean-Marc Ayrault, mais aussi François Hollande, les engagements de campagne qu'ils ont pu faire devant les Françaises et les Français. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que entre les engagements qui ont été pris et la réalité telle qu'elle est vécue par les salariés, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a loin de la coupe aux lèvres. Alors, dites-moi, quelle est la différence dans le traitement économique ou social de dossiers comme Goodyear, comme PSA, comme Florange, entre un gouvernement de droite et un gouvernement de gauche? D'abord, il y a quand même plus d'écoute de la part de ce gouvernement que de la part du gouvernement précédent. Là, on est sur des questions de forme, mais sur le fond, la logique reste la même. On considère que le travail est un coût, on considère que les salariés doivent accepter, sans rien dire, d'être licenciés, et c'est pour ça que nous nous opposons à l'accord qui a été signé, qui maintenant est transformé en projet de loi, qui est un accord néfaste pour les salariés et pour les élus du personnel. C'est ça, un peu plus de flexibilité pour les employeurs, un peu plus de sécurité pour les salariés. Écoutez, la flexibilité, on la voit dans le projet de loi, la sécurité, on ne la voit pas. Aujourd'hui, je donne juste un exemple, les salariés qui vont devoir être mutés à 100 km de leur lieu de travail, s'ils refusent, ils seront licenciés pour motif personnel et non plus pour motif économique. C'est 100 km dans l'accord? C'est 100 km dans l'accord. Bon. Ça veut dire que je suis salarié, le site ferme, mais l'entreprise me propose d'aller travailler à 100 km, je ne peux pas refuser, sinon je suis licencié. C'est ou vous acceptez, ou vous êtes licencié pour motif personnel. Bon. Alors qu'une restructuration, ça ne correspond jamais à un motif personnel, mais à une expression volontaire de la part de l'entreprise. Un autre exemple, si vous me le permettez. Aujourd'hui, un salarié, il peut faire valoir ses droits devant le Conseil des prud'hommes 5 années après avoir quitté son entreprise. Demain, ce sera 3 ans. Si je peux me permettre une comparaison, un bailleur aujourd'hui qui loue son appartement à un locataire, le locataire ou le bailleur peut 5 années après demander à ce que le loyer soit payé. Pour les salariés aujourd'hui, c'est de ramener de 5 ans à 3 ans. Et tout au long du projet de loi... Tout au long du projet de loi, le diable se cache dans les détails. On nous vend un accord de sécurisation de l'emploi, c'est la formule utilisée. Dans les faits, c'est un accord qui vise à pressurer les salariés et à développer la précarité. Là, vous nous avez donné 2 exemples d'avantages pour les employeurs. J'imagine qu'en face, il y a aussi des avantages pour les salariés dans cet accord, non ? On ne les voit pas. Le problème, c'est celui-là, c'est qu'on ne les voit pas. Et que tout ce qu'on nous dit, c'est qu'il va y avoir peut-être, plus tard, des négociations sur des questions qui peuvent paraître comme étant des avantages pour les salariés. Mais même dans les avantages pour les salariés, je vous donne un exemple. On nous a beaucoup parlé de la mutuelle pour tous. C'est un beau slogan. Mais dans l'accord, il n'y a absolument rien. C'est renvoyé à des séquences futures, à venir. On sait déjà que, par exemple, la question du financement de la mutuelle est bordé dans le projet de loi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les employeurs payent en moyenne dans notre pays 57% du prix de la mutuelle. Demain, avec cet accord, c'est 50%. Et en plus, là j'alerte tous les mutualistes de notre pays, la mutualité devra être mise en concurrence avec les assurances privées, ce qui est pour nous inconcevable. Alors la CGT a parfois été mise en accusation au cours des dernières semaines sur sa radicalité dans certains conflits sociaux. Par exemple, évidemment, l'exemple de Goodyear Dunlop, l'usine d'Amiens Nord. Certains de vos collègues syndicaux, syndicalistes, disent que c'est la faute de la CGT si finalement, faute d'accord sur la flexibilité du travail à Amiens Nord, cette usine va fermer. Oui, d'abord, je pense que quand on est syndicaliste, et j'ai eu l'occasion de le dire déjà, on ne met jamais au même niveau de responsabilité l'employeur qui licencie pour faire des profits et le salarié qui est victime d'un licenciement. Il faut savoir choisir son camp. Moi, j'ai toujours choisi le mien et je souhaite vraiment que tout le monde en fasse autant. Pour ce qui concerne les sites qui sont aujourd'hui menacés de licenciement, on voit que la mondialisation aujourd'hui, elle est entre Amiens Nord
et Amiens Sud. C'est ça dont il faut pouvoir parler aujourd'hui. Et à chaque fois, c'est le même processus. C'est-à-dire qu'en fait, on dit aux salariés, il faut baisser votre salaire, il faut travailler plus, il faut changer vos horaires dans des entreprises, dans des usines où les conditions de travail sont déjà terribles. Dans ce pays, on ne parle jamais des conditions de travail, et on voit encore récemment un sondage qui nous dit que 70% des Français au travail estiment que les conditions pour faire bien leur travail ne sont pas réunies. Il faudra bien un jour ou l'autre dans ce pays qu'on parle des conditions d'exercice des différents métiers. Vous avez parlé de choisir votre camp dans les conflits sociaux. Vous ne pensez pas que quelquefois quand même il y a matière à discuter avec l'employeur, avec l'entreprise pour trouver... On a l'impression qu'en France, on est toujours dans la conflictualité dans les rapports dans une entreprise. Il y a des pays comme l'Allemagne où c'est un peu différent. C'est culturel en France, cette conflictualité? Non, je pense que d'abord les employeurs allemands et les employeurs français sont différents. Il y a des pratiques de discussion en Allemagne qu'on n'a pas aujourd'hui dans notre pays. Il suffit de prendre l'affaire PSA Aulnay. On avait dénoncé, nous, il y a 1 an et demi, 2 ans, le risque de fermeture de l'entreprise. La direction nous disait non, n'ayez pas peur, tout se passera bien, on va maintenir les sites. Aujourd'hui, on voit bien que malheureusement, les salariés sont confrontés à la fermeture d'une entreprise. Alors, qu'il y ait un climat de méfiance, c'est forcément normal, c'est forcément juste. Quand les conditions d'écoute ne sont pas permis, forcément il y a affrontement entre les salariés et leur employeur. Les salariés défendent leur travail et leur salaire. Alors PSA, Renault aussi est confronté à des difficultés. Carlos Ghosn a annoncé hier qu'il allait reporter une version d'une partie de son salaire à 2017 s'il remplissait finalement les conditions du pacte qu'il vous propose. C'est un geste intéressant, suffisant, insuffisant? C'est un geste de communication, comme tout ce que fait le PDG de Renault aujourd'hui. Bon, quand on voit le montant de ses rémunérations, je crois qu'il y a presque un côté provocation, un côté indécent. Bon. La question, ce n'est pas uniquement le salaire du PDG, même si nous estimons qu'il faut avancer vers le salaire maximum pour les présidents directeurs généraux des grands groupes industriels, notamment là où l'État est actionnaire. Que vous fixeriez à combien? Je sais pas, il faut être raisonnable. On peut dire entre le salaire moyen dans l'entreprise et le salaire du PDG, on peut estimer que 1 à 5, 1 à 7, bon voilà, il y a une fourchette. Bon, mais quand on voit qu'aujourd'hui la différence entre le salaire d'un PDG et le salaire d'un salarié, c'est environ 200, 300, 400 fois le salaire moyen. Il n'y a pas un homme qui, dans ce pays, compte tenu de la crise à laquelle nous sommes confrontés, mérite de gagner autant, de cumuler les emplois, de cumuler les salaires, et à tout cela s'ajoute l'ensemble des primes dont il bénéficie. Une dernière question, dans l'Éducation nationale, vous êtes associé à un appel à nouveau à un mot d'ordre de grève pour les enseignants. Est-ce qu'on ne met pas d'abord en priorité finalement le temps de travail, le respect du travail des enseignants plutôt que celui des élèves? Bah écoutez, ça fait partie des discussions qu'il devrait y avoir dans ce pays. Là aussi, on nous a annoncé une réforme, sans même qu'il y ait vraiment de discussion entre les enseignants, les familles, les municipalités qui vont devoir mettre la main à la poche pour financer tout ce qui est péri. Ils auront un fonds d'aide, vous le savez. Hein. Ils auront un fonds d'aide, mais on sait que le fonds d'aide ne couvre jamais l'ensemble des frais. Donc il y a un problème d'éducation, de formation dans ce pays. Ça devait être la priorité de ce gouvernement. J'ai rappelé encore il y a quelques jours que les enseignants ont perdu 13% de leur salaire en 10 ans. Voilà. Alors donc il est temps aussi de revaloriser la profession d'enseignant, et ça passe par une juste rémunération de leur travail. Merci Thierry Lepant, futur secrétaire général de la CGT, le 22 mars, d'avoir été avec nous sur LCI ce matin. Merci.